Alors, l'homme qui a complètement redéfini le yoga pour des millions de personnes, eh bien, il faut savoir que ce n'était pas du tout un prodige de souplesse. Loin de là. C'était un enfant fragile, souvent malade. On va plonger ensemble dans l'histoire de BKS Iyengar pour voir comment une faiblesse, au départ, peut devenir une force, et même une force révolutionnaire. Philosophe, scientifique, artiste, c'est fou, non? Cette seule phrase, elle résume tout le personnage d'Iyengar. Mais la vraie question, c'est comment il a réussi à devenir tout ça à la fois. Et pour le comprendre, il faut revenir à son point de départ, qui n'était pas du tout la force, mais au contraire une immense fragilité. Bon, pour vraiment saisir l'essence de sa méthode, on va d'abord s'intéresser à l'homme, à son parcours et aux épreuves qui l'ont littéralement sculpté. On a tous en tête l'image du yogi super en forme, presque parfait. Eh bien, oubliez tout ça, les débuts d'Iyengar, c'est tout l'inverse. La maladie, la pauvreté. Franchement, c'était pas vraiment le terreau idéal pour faire germer un futur grand maître spirituel. Et pourtant, c'est justement cette lutte constante pour la survie qui va forger chez lui une détermination, mais alors une détermination complètement hors du commun. C'est incroyable d'entendre ça, non? Lui, il ne voyait pas du tout sa pauvreté comme un fardeau. Pour lui, c'était le socle, la base même de toute sa sagesse future. C'est une perspective assez fascinante, il faut l'avouer. Donc son arrivée dans le monde du yoga, ce n'est pas du tout une quête spirituelle, c'est vraiment une question de survie. Son but, c'était juste d'améliorer sa santé. Et il a commencé avec un maître super exigeant qui, et c'est ça l'ironie de l'histoire, ne voyait quasiment aucun potentiel en lui. Et puis, un jour, un accident, une blessure vraiment douloureuse. Et c'est cet événement qui va tout changer, qui va devenir le point de départ d'une révélation, une idée qui allait redéfinir le yoga pour des millions de gens. C'est fou de se dire que ce moment de pure douleur physique, cette déchirure, a été en fait le déclencheur de sa plus grande avancée intellectuelle. C'est là qu'il a compris quelque chose de crucial. Sans un alignement parfait, le yoga, ça peut me mettre dangereux. Et c'est le début de sa quête. Il va se mettre en tête de transformer cette pratique millénaire en une véritable science du corps. Une science rigoureuse et surtout sûre. Prenez la posture la plus simple qui soit. Tadasana, la montagne. Pour la plupart des gens, c'est juste se tenir debout. Mais pour Iyengar, c'est un univers de détails, un acte de conscience presque microscopique. Il ne s'agit pas juste de mettre les pieds ensemble, non. Il faut éveiller le corps, engager les muscles d'une certaine façon pour qu'à la fin, la respiration elle-même se transforme et connecte le corps, le mental et même les émotions. C'est ça la révolution. Alors, sa méthode repose sur 3 piliers. La précision, le séquençage et l'invention géniale des accessoires. Les briques, les sangles, tout ça, c'est lui. Et le but derrière tout ça, rendre le yoga plus sûr, plus profond, bien sûr, mais surtout le rendre accessible à absolument tout le monde, peu importe l'âge ou la condition physique. Bon, maintenant qu'il a sa méthode, une méthode en béton, Iyengar part à la conquête du monde. Et il va devoir présenter son yoga, très rigoureux, très scientifique, à un Occident qui, à l'époque, était plutôt sceptique. Tout bascule en 1952, grâce à une rencontre avec le violoniste Yudi Menuhin. En 5 minutes, juste 5 minutes de pratique avec Iyengar, Menuhin est tellement bouleversé qu'il deviendra son ami pour la vie et son plus grand ambassadeur. Il dira même qu'Iyengar a été son meilleur professeur de violon. Incroyable! Mais attention, ça n'a pas été facile pour autant. Quand il arrive à Londres en 54, il se heurte à un mur de clichés. Pour les Occidentaux, le yoga, à l'époque, c'était des fakirs qui marchaient sur le feu ou qui avalaient des sabres. On était loin, très loin de sa vision scientifique. Il fait face à pas mal de discrimination, mais il ne lâche rien. Il enseigne partout où on veut bien de lui, même dans des bars enfumés. Il n'a jamais exigé le respect, il l'a gagné petit à petit, grâce à la puissance indéniable de sa méthode. Et là, les mentalités ont commencé à changer. Et puis, il y a ce moment clé en 1966, son audience avec le pape Paul VI. C'est un vrai tournant. On peut dire que c'est la validation suprême. À partir de là, le yoga n'est plus vu comme une curiosité exotique, mais comme une pratique mondiale, sérieuse et respectée. Alors, quel est l'impact d'Iyengar aujourd'hui ? Eh bien, il s'étend bien au-delà du tapis du yoga. C'est un héritage mondial qui touche à la guérison, à l'éducation et même à la philanthropie. Ce chiffre, plus de 3800, ce n'est pas juste un chiffre, ça représente un immense réseau mondial de professeurs certifiés, de la Russie à la Chine en passant par les États-Unis, et tous s'assurent que la précision de la méthode soit transmise intacte. C'est en quelque sorte la garantie vivante que son héritage se poursuit. Mais son héritage, ce ne sont pas que des gens. Il a aussi bâti des institutions incroyablement solides.
Son école de Pune, mondialement connue, son livre, Lumière sur le yoga, qui est devenu la référence, tout ça, c'est fait pour que son œuvre traverse les générations. Et il n'a jamais oublié d'où il venait, en transformant complètement son village natal. Et au-delà de la pratique physique, il y a quelque chose d'absolument fondamental, les applications thérapeutiques. C'est peut-être ça son héritage le plus important. Un système de guérison puissant qui peut aider pour le mal de dos, l'anxiété, une approche vraiment holistique de la santé. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi toute cette précision? Quel est le but final de tout ça? Eh bien, la réponse d'Iyengar, elle transforme la pratique d'un simple exercice physique en une véritable philosophie de vie. Voilà, le but ultime, il est là. Il ne s'agit pas de perfectionner le corps juste pour la beauté du geste, non. Il s'agit d'utiliser le corps comme un instrument parfaitement accordé, pour pouvoir apaiser le mental, faire le silence et permettre à l'âme, à notre conscience profonde, de s'exprimer pleinement.